Bienvenue à la table ronde destinée à la santé cognitive des aînés. Je me présente, Maude Lapointe. Je travaille en collaboration avec les communications de l'Association québécoise des neuropsychologues et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être la médiatrice de la rencontre. Quand la pandémie est arrivée, nos aînés ont été frappés de plein fouet et d'une manière fulgurante, sans même avoir le loisir de réfléchir. Tout le personnel de la santé qui œuvrait auprès de ces derniers est tombé en mode réaction et elle a dû concentrer tous ses efforts à les soigner physiquement. Quoi faire alors que la population québécoise connaît un vieillissement accéléré? En 2019, les personnes de 65 ans et plus représentaient 19,3 % de la population. En 2031, ce pourcentage atteindra 25 % selon l'INSPQ en 2021. Aujourd'hui, des spécialistes en neuropsychologie s'interrogent comment bien vieillir, même en temps de pandémie. Bien qu'il soit trop tôt pour comprendre l'impact réel du confinement, une évidence se pointe le bout du nez. Si on continue à isoler les personnes âgées et à ne pas tenir compte de leur santé cognitive, on se dirige tout droit dans le mur. La journée de la santé cognitive d'aujourd'hui s'adresse aux aînés, à leur entourage, aux intervenants du milieu et aux futurs aînés. Activités, conseils, trucs pratiques, tables rondes et même des consultations gratuites sont offerts sur la page Facebook et le site de l'aqnp.ca. Sans plus tarder, voici l'agenda de ce midi. Tout d'abord, je voudrais saluer les membres de l'AQNP qui sont avec nous aujourd'hui, ceux des différents CISS et CIUS et même du ministère de la Santé. Je tiens à vous rappeler que cette rencontre sera enregistrée. Au cours de la séance, nous allons discuter avec nos 3 invités autour de différents thèmes touchant la santé cognitive jusqu'à 13h30. Ensuite, une période de questions est prévue. Vous allez sûrement pouvoir interagir avec elles et poser des questions. Donc, je vous invite soit à lever la main avec l'icône dans Zoom ou de les poser directement dans le chat. Il me fera plaisir de les partager avec eux à la fin de la rencontre lors de la période de questions. Maintenant, je vous invite à fermer vos micros et, si cela vous plaît, ouvrir vos caméras et entrer avec moi dans l'univers complexe, si on veut, évidemment, de la santé cognitive. Mais avant de débuter, une présentation de nos invités s'impose. La première, Dr. Anne Descaries, PhD en psychologie, profil recherche, intervention et spécialisation en neuropsychologie. Elle est neuropsychologue clinicienne depuis 20 ans à la clinique de géronto-psychiatrie et à la clinique de la mémoire et de la cognition du CIUS Nord de l'île de Montréal. Elle évalue la nature et l'ampleur de l'atteinte des fonctions cognitives, par exemple la mémoire, attention, concentration, fonctions exécutives et le langage. Évidemment, chez certains patients présentant diverses maladies psychiatriques et ou troubles neurodégénératifs afin d'aider à en préciser l'étiologie. Durant la pandémie, elle a contribué à la formation d'intervenants du milieu qui recevaient un programme d'activité physique intitulé le Go pour bouger, en créant le programme Go les neurones, dédié à la santé cognitive des aînés. Au tour maintenant de Dr. Sylvie Belleville, PhD et professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice de laboratoire au Centre de recherche et de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Également titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives et du vieillissement. Je recommence. Également titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives, du vieillissement et plasticité cérébrale. Depuis plus de 25 ans, la carrière de Dr. Belleville est dédiée à parfaire les connaissances et les pratiques en neuropsychologie, mais également à faire comprendre les enjeux liés au vieillissement et aux maladies neurodégénératives, que ce soit par la recherche en neuropsychologie du vieillissement, l'enseignement de la discipline, la pratique clinique ou l'administration. La neuropsychologue déploie tous les moyens mis à sa disposition pour contribuer au mieux vieillir des personnes âgées d'ici et d'ailleurs. Et soulignons la présence d'une grande dame avec nous ce midi, Madame Jeannette Bertrand, qui se passe de présentation.
Cette hyperactive continue de jouer un rôle précieux auprès du public québécois. Lors du confinement, en plus d'être présente sur toutes les tribunes, elle a mis sur pied le projet Écrire sa vie, avec lequel elle a enseigné aux personnes âgées à rédiger leur biographie. Cette initiative a d'ailleurs rencontré un succès fulgurant. Rappelons quand même sa grande contribution dans notre société. Journaliste, romancière, essayiste et dramaturge pour la télévision, où elle a créé et animé plusieurs émissions visant à faire tomber les préjugés et des tabous. Elle est depuis longtemps reconnue pour ses positions progressistes sur les questions sociales et son rôle dans l'éducation du public sur différents sujets. Ces 3 personnes inspirantes sont avec nous, alors on se lance maintenant pour les entendre. Alors, mesdames, vous êtes prêtes? On va passer à la première question qui est, j'aimerais connaître votre conception sur la santé cognitive. Qui veut se lancer en premier pour nous raconter son point de vue? Je peux me lancer si vous permettez. Alors, quand on pense à la santé cognitive, on peut faire le lien avec la santé physique. Si on pense à santé physique, on pense à absence de maladie physique. Quand on parle de santé cognitive, là, on s'adresse plutôt aux fonctions cognitives, aux fonctions mentales qui nous permettent de garder notre autonomie, de s'adapter aux différents changements qui surviennent dans le vieillissement, qui nous permettent aussi de maintenir des liens sociaux riches et de garder un sentiment d'être utile dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est un petit peu ma perception de la santé cognitive. Merci. Docteur Belleville, voulez-vous rebondir là-dessus? Je pense que c'est une excellente définition. Je dirais que la santé cognitive, et on peut relier à la santé du cerveau. Des fois, on nous dit c'est quoi la différence santé du cerveau, santé cognitive? La cognition, c'est dans le cerveau. La santé du cerveau, c'est comment toutes les fonctions du cerveau, toutes les capacités du cerveau fonctionnent, et ça inclut les fonctions cognitives, les fonctions aussi émotionnelles, les fonctions motrices, appréhender le monde avec nos sens, etc. Donc, quand on a un cerveau en santé, on a une bonne santé cognitive. C'est quand même important aussi c'est un peu comme la santé physique, je dirais. Je ne sais pas si on peut en parler, je pense que c'est une question importante. Est-ce que ça veut dire qu'on est au maximum de notre fonctionnement cognitif tout le temps pour être en santé cognitive? On a tous des capacités différentes. Et je pense que ce qui compte, c'est le sentiment comme tu dis, le docteur Descaries le mentionnait, c'est-à-dire la capacité justement de mobiliser nos capacités cognitives pour bien agir, pour tenir notre rôle, pour profiter de ce que la vie a à nous offrir. Je pense qu'on peut avoir une santé cognitive qui est parfois un peu moins extraordinaire, et malgré ça, il peut y avoir des éléments dans notre vie qui font que globalement, on se trouve correct quand même. Donc, je pense que ça, c'était peut-être important de le souligner parce que dans le vieillissement, il y a des changements. Tout ne reste pas absolument pareil, et il faut reconnaître la diversité aussi des capacités cognitives avec l'âge. Oui, et puis si je peux juste rajouter, je pense que c'est important de dire que nos capacités d'adaptation font partie de nos capacités cognitives en vieillissant, parce qu'effectivement, il y a des choses qui changent. On va pas se mentir, il y a des changements, ils ne sont pas juste négatifs. Puis je pense que la capacité d'adaptation est là pour nous permettre justement de préserver notre santé cognitive puis notre sentiment de bien-être psychologique aussi en vieillissant. Oui. Parler de l'autre expert, puis je parlerai après. C'est ça, c'est vous justement, vous quand on parle de la santé cognitive. Alors, écoutez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bon, moi j'ai 96 ans, mais dans ma santé cognitive, je n'ai pas d'âge. Des fois j'ai 40, des fois j'ai 50, je n'ai pas 96 ans. Et je crois que c'est dû à toutes sortes de choses. C'est dû à ce que j'ai jamais cessé de travailler. J'ai jamais cessé de me forcer. Je suis dyslexique toute ma vie, et on m'a dit que je n'étais pas d'allure, que je ne comprenais rien, que je manquais d'attention. La dyslexie, personne n'en parlait quand j'étais jeune. Et puis, moi, je me suis dit,
Et moi, je vais apprendre à ma façon, puis je vais apprendre. Je suis allée à l'université. Et toute ma vie, j'ai appris. J'apprends tout le temps. Il y a quelques années, quand le Time Magazine américain avait un grand supplément le dimanche qui était... Et je vois en gros que la société médicale américaine, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas OMS, là, mais enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, et puis qui cherchait, les chercheurs se demandaient, est-ce qu'il y a des personnes, des communautés, des races qui n'ont pas d'Alzheimer? Or, on avait trouvé, on arrivait avec une grande nouvelle, on avait trouvé qu'il y avait des religieuses dans un couvent dans l'Alabama et sont allées les voir. Elles avaient entre 80 et 100 ans et toutes enseignaient. Elles enseignaient et pas une n'était morte d'Alzheimer. Donc, moi, j'ai pris ce que je pouvais de cette chose-là et j'ai eu une demande pour enseigner et j'ai enseigné l'écriture dramatique jusqu'à l'âge de 90 ans. Et je me disais, j'y allais pour mes neurones. J'y allais pour faire travailler ma tête. Je suis convaincue, et j'en suis la preuve, que plus tu fais travailler ta tête à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, 70 ans, 80, plus tu développes ta santé cognitive. Ça, je suis convaincue de ça. Moi, j'ai une meilleure mémoire qu'il y a 20 ans. Parce que je me force à retenir des choses, parce que j'apprends toujours, parce que le Zoom, je n'étais pas capable, il est venu. Bon, c'est toujours mon chum qui, là, il n'est pas, qui s'occupe de ça. Là, j'ai appris. J'apprends tout le temps. Parce qu'on m'avait dit que passé 60 ans, on n'était plus bon à rien. À mon âge, une femme qui avait sa ménopause était déclarée par la population, par le monde, plus bonne à rien. Alors, elle se disait, je suis plus bonne à faire des enfants, donc je suis plus bonne à rien, donc je m'assois, je ne vaux plus rien, je me laisse aller, je m'habille en noir. Ma grand-mère, à 40 ans, était habillée en noir. Elle disait, il y a tellement de morts, tout aussi bien d'être en noir, puis je suis vieille. Elle était vieille, à 50 ans, c'était une vieille. Alors, moi, je lutte contre ça. Je me dis, moi, je vaux, je ne suis pas mariée, je suis conjointe d'un homme de 20 ans plus jeune, qui ne me traite jamais en vieille, qui pense que j'ai son âge. Il a toujours pensé qu'on était du même âge. Ça aide, ça. Ça aide de s'entourer de jeunes, de vouloir s'entourer de jeunes. On nous dit beaucoup, les vieux, mettons-les tous ensemble dans un ghetto, et puis même si on paye 3 000 $ par mois, on va les mettre tous ensemble. Bien, c'est une erreur, c'est une erreur. Dans les pays scandinaves, qui sont nos modèles, ben, il n'y a pas de maison-appartement qui n'a pas un peu de vieillards, un quota de vieillards pour garder, pour faire des petits travaux, pour faire les devoirs. Comme ça, les personnes âgées se sentent utiles. Ce qui tue, je pense, c'est mon idée, je ne suis pas une experte, ce qui tue les femmes, ce sont elles qui vieillissent longtemps. Ce qui les tue, c'est de ne rien faire, de ne plus se sentir utile. Voilà ce que je pense. Effectivement. Puis, ça m'amène peut-être, je ne sais pas si Dr. Belleville, vous vouliez rebondir là-dessus ou peut-être que vous vouliez déjà aborder. Il y a tellement, c'est fascinant parce que c'est au cœur, je pense, de ce qu'on est en train de découvrir comme chercheurs. L'étude dont vous parlez, il y a d'autres chercheurs aux États-Unis qui ont montré, entre autres, qu'il y avait des personnes, ça c'est intéressant parce qu'on ne voulait pas trop parler du cerveau, mais je pense que c'est important de le dire. Il y a des personnes qui meurent avec d'autres choses, là, par exemple, qui meurent de vieillesse ou peu importe. Et on regarde leur cerveau, ils ont un cerveau d'Alzheimer. Et ces personnes-là n'avaient pas aucun signe d'Alzheimer de leur vivant. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Quand on regarde ces personnes-là, c'était des sœurs, c'est une étude chez des sœurs aussi, on appelle les non-studies à Chicago. Et quand on regarde la vie de ces gens-là, c'était des gens très actifs intellectuellement. Exactement ce que vous dites. Oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'en étant actif, est-ce que la maladie arrive peut-être, mais le cerveau a développé tout un tas de compensations
de neurones, de connexions qui fait qu'il se défend parce que le cerveau est intelligent. Le cerveau se défend des maladies. Et donc, ça, c'est une donnée extraordinairement importante parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un tas de choses qu'on peut faire. Tout n'est pas génétiquement déterminé, puis il n'y a rien à faire, par exemple, par rapport à notre vieillissement. Il n'y a pas juste... Bon, vous êtes jeunes, toutes les, comparé à moi. Moi, oui, mais comparé à moi, oui. Et puis, tu sais, j'ai mal partout, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est en santé physiquement, mais oui, je n'ai pas de grande maladie, mais j'ai mal partout. Là, en ce moment, j'ai fait de l'arthrose, j'ai des crises d'arthrose dans les mains qui m'empêchent d'écrire parce que j'écris, si je fais un cas, j'en fais 10 à la place parce que je n'ai plus de sensation dans les mains. Alors, tu sais, j'ai mal dans le dos, mais quand j'écris un roman, je n'y pense pas. Je me relève au bout de 2 heures d'écriture, puis là, j'ai mal partout. Là j'ai le dos barré, bon, tout ça. Je m'en vais m'asseoir dans ma chaise. Mais c'est que la maladie est devenue secondaire pour moi. Que mon corps s'use, c'est secondaire. Oui, et je pense que si je peux juste rajouter un petit quelque chose pour compléter ce que Mme Bertrand vient de dire, je pense qu'effectivement, une des recettes, c'est de ne pas focaliser sur la douleur, hein, parce que c'est ça que vous faites quand vous dites « j'oublie ». C'est que justement, en vieillissant, on a tous plus de douleur. Là, c'est très rare les gens qui sont épargnés. Mais si on reste assis et on focalise seulement là-dessus, on s'en sortira pas. Puis c'est une spirale vers le bas qui va atteindre notre santé psychologique, par ricochet notre santé cognitive aussi. Puis le plus important dans tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est que vous continuez à vous mettre au défi. C'est ça le secret du bien vieillir, c'est vraiment de continuer à se challenger, pas de s'asseoir sur ses lauriers, de regarder ce qu'on a fait, mais de continuer à voir ce qu'on peut faire aussi. C'est lutter, c'est Mme Descaries, c'est lutter contre la société de consommation, que tu n'es bon que si tu produis. Tu n'es bon que si... il y a des femmes comme moi, je connais, j'ai des amies de femmes qui sont aussi allumées que moi, mais elles n'ont pas un métier qui peut le montrer. Mais pourquoi, posons-nous la question, pourquoi toutes les grandes comédiennes vieilles ont de la mémoire? Comment ça se fait qu'eux autres ont de la mémoire, qu'ils sont capables de jouer au théâtre à 80 et à 90 ans? Mais parce qu'elles l'ont pratiqué toute leur vie. Parce qu'elles apprennent toujours du nouveau. Elles forcent leur mémoire. Moi, j'ai plus de mémoire que j'avais à 60 ans. J'ai plus de mémoire. Je l'ai développée. Je suis consciente que je l'ai développée. Et pour parler de la maladie, je vais juste dire une chose. Moi, j'ai eu un cancer du sein et j'ai refusé d'être une maladie. Je ne suis pas une maladie. Je suis une fille qui a un cancer du sein. Je ne suis pas un cancer du sein. Parce que où j'en étais rendue là, dans le cancer, tu parles juste de ça. Tout le monde a des cancers. Tu deviens une maladie. Eh bien, si tu dis non, moi j'ai ça, ça va partir, puis ça ne reviendra pas. Puis si ça revient, bien, on se fera opérer, puis ça finit là. Tu sais, il y a quelque chose à faire encore avec les personnes âgées. Bien, je dirais, si je peux peut-être rebondir là-dessus, sur comment on se définit aussi, et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne se définit pas non plus juste par notre âge. Et ça, c'est un peu un défi qu'on a parce qu'on n'est pas juste une personne âgée. On est Jeannette Bertrand, exactement, qui a tel âge, puis qui a à certains niveaux, elle est bien plus jeune qu'à d'autres niveaux parce que ses articulations... Et justement, si vous me voyez marcher, à la fin de la journée, je suis... C'est quand on va en Europe, on voit des vieux paysans là, qui sont complètement penchés. C'est parce que ça leur fait pas mal quand ils sont penchés. Moi, des fois... Je me lève des fois le 8 heures le soir. Oh, je suis penchée. Et je me dis, bon, il faut que je me... Ah, ça fait mal. OK. Moi, je veux vivre. Je suis vivante. J'ai des amis qui sont morts. Moi, je suis vivante. La maladie, elle existe. Les petits bobos, ils existent, mais je suis vivante. Et j'en profite. C'est bien intéressant, vraiment. Et on a déjà, je pense, même traité des différents mythes qui existent, hein, parce qu'on en a parlé, hein, on pense souvent quand on est vieux qu'il est impossible d'apprendre des nouvelles choses. On voit clairement que c'est pas vrai.
Mesdames, il y avait d'autres mythes. Il y avait quand on est vieux, notre cerveau ne fait que se détériorer. Ah, c'est Il vrai. n'y a rien à faire contre le vieillissement. Je vais peut-être vous entendre là-dessus, ou peut-être vous avez d'autres mythes aussi que Oui, vous oh mon entendez. Dieu, oh mon Dieu, oui. Et oui, je me souviens de mon père qui me disait, une femme, après la ménopause, il l'appelait, elle est plus bonne. C'était une pas bonne. Et ça nous est resté, ça, qu'on est fait pour faire des enfants, puis dès qu'on ne fait pas d'enfants, on est plus bonne. Mais ça a changé, ça change, ça va changer. Il y a des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, puis on n'en fait plus. Avant, une femme qui n'avait pas d'enfants, mais elle était montrée du doigt, c'était une pas bonne. Et puis ce mythe-là, dans mes parents, c'était très fort. Mais je voudrais rebondir là-dessus, c'est intéressant. Mais avant, j'aimerais ça parler quand même de l'expertise puis de la plasticité du cerveau parce que moi, je travaille en neuropsychologie du vieillissement. Donc, tu sais, on a des tests puis on mesure les plus âgés, les plus jeunes, puis on les compare. Puis, tu sais, les tests sont souvent un petit peu meilleurs chez les jeunes et les âgés. Puis moi, je vois pas ça dans ma vie, puis même la vie des gens que je côtoie, c'est que je trouve que l'expertise qui augmente avec l'âge, oui, on la capture jamais, on l'évalue pas, et pourtant c'est très important. Donc quand vous dites ma mémoire est meilleure, je suis sûre que moi là personnellement, je vieillis aussi, hein? Je vois que je suis bien plus rapide que quand j'étais jeune pour faire un tas d'affaires parce que j'ai développé une expertise qui fait que je peux reposer là-dessus pour être plus efficace. Et ça, on ne l'évalue pas, puis on présente le vieillissement comme quelque chose qui est toujours qui se dégrade, mais ce n'est pas vrai. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, vois-tu, moi, je perds le fil. Vois-tu, moi, un de mes défauts, une maladie, je ne sais pas quoi, je perds le fil. J'avais quelque chose de très intéressant. Je pense que c'était un fil. J'ai perdu le fil. Continuons. Mais je le dis et je ris. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai 6 arrière-petites-filles, puis ils savent. Je dis, bon, mamie a perdu le fil. Je dis, bon, j'ai perdu le fil. Et sinon, tu deviens je ne suis pas finie parce que j'ai perdu le fil. Puis ça va me revenir à part de ça. OK, on continue. Je pense aussi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, perdre le fil, effectivement, ça arrive un petit peu plus souvent quand on vieillit, mais de le dire, puis ça, je pense que ça fait partie des stratégies d'adaptation au vieillissement aussi, de ne pas se cacher puis de ne pas s'isoler parce que ça arrive, parce que si on s'isole, bien, on se ferme, puis on arrête de recevoir la stimulation qui vient de nos proches plutôt que de le dire. Puis moi, je recommande souvent aux gens que je côtoie, parce que c'est sûr que les gens qui viennent me voir dans mon bureau, c'est parce qu'ils ont certains soucis et préoccupations par rapport à leur bien vieillir au plan cognitif, c'est de ne pas se cacher, c'est de le dire. « Ah, j'ai peut-être pas bien entendu » ou « Pouvez-vous ralentir la cadence parce que là, vous me bombardez d'informations, ça va un petit peu trop vite. » On a le droit de dire, on a le droit de s'adapter au vieillissement. Mais c'est quoi cet orgueil que les gens ont? Par exemple, je vois sur la rue, parce que moi je sors beaucoup, je vois sur la rue des gens qui marchent tout croche, ils n'ont pas de canne. Moi, j'ai une canne, un déambulatoire, une chaise. Je suis allée en Allemagne il y a 2 ans en chaise roulante. Il s'agit d'avoir quelqu'un pour te pousser. J'avais mon chum. C'est pour ça qu'il faut avoir un chum plus jeune. Je pense ça, là. Les hommes ont compris ça. Depuis toujours, les hommes ont compris. Puis quand ils se remarient, ils se remettent avec une femme, ils apprennent toujours plus jeunes. Mais pourquoi pas nous autres? Parce que c'est pas beau. C'est pas permis par qui, je ne sais pas. Mais c'est la même chose. Pourquoi ne pas prendre... Je ne vois pas de gens en chaise roulante. Or, quand je suis allée en France, il y a quelques années, je faisais la queue parce qu'ici, en chaise roulante, les gens ne te voient pas. Hein? C'est Lise Payette qui m'avait dit ça. Quand tu vas être, parce qu'elle était en chaise roulante, quand tu seras en chaise roulante, personne ne va te voir. C'est vrai. Aussi connue que je suis, si je vais dans un grand magasin à la baie, puis qu'il y a une petite marche à monter, puis que je suis avec ma poussette, comme je l'appelle, ma poussette de vieux, eh bien, il n'y a personne qui m'offre de m'aider.
hors les Asiatiques et les Arabes, parce qu'eux ont le respect des personnes âgées. Les autres, ils font semblant de ne pas me voir. Et ça, je le vis très souvent. Merci, Mesdames Descaries, Belleville, au niveau des mythes qu'on a un petit peu déconstruits. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Y avait-vous des choses à ajouter, non? Madame Descaries, vous Non. ne pensez pas qu'il faudrait une espèce d'éducation à la vieillesse? Comment les enlever? On les reconnaît, les mythes, mais comment les enlever? Comment faire? Moi, je fais ma part en étant moi-même, puis en étant celle que je suis, qu'on voit partout, puis que je parle, puis je suis écoutée. Mais, vois-tu, moi, ma tête, elle fonctionne bien quand je suis focusée. J'ai trouvé ça. Si on fait du small talk, tu sais, la petite conversation légère, c'est là que je fais des « Ah oui, ben j'ai pas compris. Ouais. » Et quand je focus sur un sujet, ma tête s'éclaircit. Je la sens s'éclaircir et j'ai à peu près pas d'hésitation. Je l'ai eu une tantôt, là, j'ai perdu le fil. Mais habituellement, c'est rare que je l'ai. Alors, donc, il y a des méthodes. Pourquoi on ne nous en parle pas? Ben, je pense que des journées comme aujourd'hui, ça sert un petit peu à ça aussi. Hein? On commence à en parler de plus en plus parce qu'on n'a pas le choix. Là, la population vieillit, on a la chance de vieillir, c'est un bonheur. Alors, il faut en profiter au maximum. Il ne faut pas se cacher derrière tous les outils qui sont offerts à nous. Hein. Moi, je retiens aussi le fait de ne pas être gêné d'utiliser, que ce soit une canne, une marchette, l'intégrité des sens. Alors, moi, je porte des lunettes, là. Ça, c'est pas associé au vieillissement. Je les ai depuis que j'ai 14 ans, ça va bien. Là, j'ai un double foyer, personne ne le sait, mais ça, c'est associé au vieillissement. Mais si je le faisais pas, ça me permettrait pas de bien lire. Si un jour j'ai besoin de prothèses auditives, ben, il faut les porter parce que l'intégrité de ce qui rentre dans nos oreilles vient bien stimuler notre cerveau. Alors, c'est toutes des choses qui, effectivement, on doit déboulonner ces mythes-là parce que, bon, vieillir, c'est une chose, mais bien vieillir, c'en est une autre, mais profitons-en. On a la chance d'avoir des soins de santé de haute pointe qui nous maintiennent en vie longtemps, 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 mais notre cerveau, il a besoin aussi de toutes ces aides-là. C'est pas une honte, au contraire, c'est un signe d'adaptation pour moi. Est-ce que vous croyez que, par exemple, moi, je me force à faire de l'exercice, je fais, alors que j'ai les disques du bas du dos complètement finis, je me force à faire de l'exercice tous les jours. L'exercice qui me plaît. Bon, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Là, je vais me remettre, je suis revenue de la campagne, je vais me remettre au pilates et je fais de la bicyclette mobile tous les jours. 15 minutes. C'est forçant, mais ça m'apporte tellement de choses. On dirait qu'on a dit aux personnes âgées, reposez-vous, hein, vous êtes fatigués. Moi, j'ai vu une chose. Mon père avait un petit magasin dans le Faubourg Amblas et on vivait au-dessus du magasin. Puis un jour, mon frère a dit à mon père, « Papa, vous avez 80, on vous voyait à cette époque-là, vous avez 80, il faut vous reposer. » Mon père a dit, tout le monde sacrait, Chris, va me reposer pour l'éternité, je ne suis pas fatigué. Mais il a fait en sorte que mon père a dû prendre sa retraite. Ma belle-mère m'a dit, cet homme-là a vieilli en 7 ans, il l'a pris à 80, en 7 ans, il a diminué cognitivement et physiquement. Elle a vu et j'ai vu comment cet homme-là, privé de voir du monde, est devenu chicaneux, haïssable, il a mal vieilli, une fin de vie pas bonne, parce qu'on l'a enlevé de ses occupations. La retraite, moi, ça me pue au nez. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime ça, faire ce que je fais. On a de la chance en Alberta, on n'est pas dans un pays où la retraite est obligatoire. Vous savez, on a de la chance. Oui, on a de la chance. La retraite est obligatoire et les études ont montré que dans ces pays-là, quand on regarde la cognition dans le temps, l'année après la retraite, il y a une chute au niveau des fonctions cognitives. Donc ça, c'est expérimental, c'est une expérience naturelle, comme on dit. Oui. Mais heureusement, en ce moment, je lisais ce matin dans la presse que les gens à la retraite reprennent le travail.
Ouais. Ils viennent remplacer les jeunes qui sont partis où, je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas au travail. Alors, on manque de main-d'œuvre et ils sont retournés au travail pour rencontrer du monde, pour parler avec du monde autrement. C'est ça le cognitif. Oui, il y a beaucoup de choses dans le travail. Le travail, c'est stimulant intellectuellement. On rencontre des gens, on n'est plus isolé. On se définit aussi souvent par rapport à notre travail. On bouge pour aller au travail, pas ces temps-ci quand on fait du télétravail, mais on le sent que ça a un impact négatif sur notre santé globale. Donc, le travail, à moins d'avoir un travail qui est très dur pour le corps ou vraiment où on déteste notre travail, en général, le travail, c'est une source de plaisir. Oui. Au global. Là. Donc, Oui. si on n'a pas envie de prendre sa retraite, ben, on peut continuer. Les femmes et les hommes de mon âge, ils ont été élevés dans la religion qui disait Ève, c'est une punition de travailler. Ève, parce qu'elle a péché, elle a fait pécher Adam, désormais, vous vous vêtirez et vous travaillerez. Le travail est une punition et c'est très fort encore chez les personnes âgées. Le travail comme une punition et le repos comme des vacances. C'est pas vrai. Vous savez, c'est pas vrai. Les vacances, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Après, qu'est-ce qu'on fait là? Il en reste des semaines. Vous savez, Mme Bertrand, il n'y a pas si longtemps, on nous vendait l'idée Liberté 55. Hein? Alors, ça n'a juste pas de bon sens. Puis, juste des petites anecdotes aussi au plan clinique. Quand, à la clinique de gérontopsychiatrie où je travaille, il y a souvent des patients qui viennent me voir au moment où ils ont pris leur retraite, quelques mois après, et puis là, ils remarquent plein d'atteintes cognitives, ils ont l'impression que leur cerveau se détériore, mais c'est bien souvent parce qu'ils ne se sont pas préparés à la retraite, puis tout d'un coup, c'est que du jour au lendemain, ils sont sur leur canapé dans le salon, ils ne font plus rien, et c'est là que le problème s'installe. Alors, il faut... tous les travaux, on n'a pas tous des emplois qui sont hyper stimulants. C'est pas que tout le monde va travailler jusqu'à 75 ans, mais il faut quand même réaliser qu'il faut se garder actif et physiquement. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça me force, hein, je fais du vélo, je fais des choses, ça me fait mal, mais en même temps, ça me fait du bien. Alors ça, on bouge, puis on se garde actif à d'autres égards si notre travail est plus possible, parce que pour certains aussi, de travailler longtemps, ceux qui ont des emplois exigeants, des fois, ça génère un petit peu d'anxiété parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus aussi vite qu'avant. Puis l'anxiété, ben c'est pas si bon que ça pour notre cerveau. Alors, le tout, c'est de trouver un équilibre. Puis l'équilibre, ben c'est certainement pas de s'asseoir et de ne plus rien faire. Justement, Mme Descaries, là, vous rencontrez beaucoup de monde. Durant la pandémie, est-ce que la situation a changé? Les gens qui viennent pour consulter, vous avez dit, bon, il y a une augmentation de l'anxiété, mais je pense que même les cas sont de plus en plus lourds. Ah, certainement. Certainement, je pense que là, on entre dans l'aspect plus santé psychologique. Je pense que le facteur le plus difficile, ça a été d'isoler, ça a été de vivre l'isolement, là, hein, quand on perd tous nos points de repère dans le quotidien, puis que tout d'un coup, on se retrouve, hein, même tout à l'heure, Dr. Belleville disait, ben nous, en télétravail, c'est pas nécessairement plus facile, parce que, veut pas, notre cerveau, il vit sur des points de repère qu'on a dans notre quotidien, puis tout d'un coup, bon, que ça soit pour une personne âgée qui avait ses activités, qui voyait ses petits-enfants, qui allait, je sais pas, moi, jouer aux cartes, qui allait faire de l'aquagym, peu importe. Tout d'un coup, on enlève ça, ben c'est certain que le terrain sur lequel cette personne-là fonctionnait, s'il était déjà un petit peu fragilisé par une installation d'une maladie, mais qui était masqué ou qui était prévenu par le fait qu'on se gardait actif, ben là, on a vu une chute assez drastique, là, je vous dirais, au plan de leur santé cognitive, malheureusement. C'est pas dit que ça sera pas récupérable, là, on est en train de voir, hein, on le sait pas trop, là, parce qu'on est encore dedans dans la pandémie. Ça va mieux, je vous dirais, là. Il y a eu un gros creux. Au début, ça a été assez sévère, mais on était tous un peu bloqués derrière nos 4 murs, là, alors que maintenant, ça va un petit peu mieux, mais il y a encore des gens qui ont beaucoup souffert. Mais qu'est-ce que vous pensez, là, je vous pose une question qui me trouble beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des résidences pour aînés, je ne parle pas des CHSLD, des résidences pour aînés où on va leur montrer, on engage des récréologues pour les amuser et personne ne pense à les grouper et monter une pièce de théâtre avec eux autres, faire de l'improvisation, écrire, avoir un professeur d'écriture. Je ne sais pas pourquoi
Ils sont capables, ils l'ont prouvé pendant la pandémie. J'ai reçu à date 2000 biographies. 2000 biographies. Je ne pensais pas que les gens le feraient. Et ils envoient des lettres, oui, allez-y. Oui, ben, c'est intéressant parce que c'est la stimulation cognitive par l'art. Oui. Et ça, le théâtre, j'ai une collègue à Paris qui utilise le théâtre avec des personnes âgées, puis même des personnes avec de l'Alzheimer, vous savez. Pourquoi on ne le fait pas ici? Ben, c'est ça, là, il faut un petit peu être innové par rapport à ça parce que… Et on ne fait pas confiance aux personnes âgées. Comme on ne fait pas confiance à moi. Imaginez-vous, quand moi je propose une émission de TV, ils doivent se dire 96, surtout si leurs parents sont très tranquilles. Et on dirait, elle va mourir. Moi, on me refuse des émissions de télévision où je serais le premier acteur de ça. Mais pendant la pandémie, que les gens aient pris le temps, il y a des femmes, il y a 80% de femmes et le reste des hommes. Mais 80% de femmes qui avaient surtout 70-75, qui ont écrit des 75 pages, des 100 pages, et qui ont dit, je n'ai pas vu passer la pandémie. J'étais trop occupée à téléphoner à ma sœur pour qu'elle m'aide à trouver des souvenirs, pour trouver les photos. Ils ont travaillé, puis ils veulent d'autres choses. Ils veulent d'autres choses. 2000, on est rendu à 2000. Moi, je dirais que c'est le bénéfice secondaire de la pandémie. Puis c'est pas juste chez les personnes âgées. Je pense que chez les plus jeunes aussi, il y a une espèce de brassage de nos valeurs, puis de ce qu'on fait, puis de ce qu'on veut faire. Nous, en famille, on a fait, avec ma mère, on a fait un livre de recettes, des vieilles recettes familiales. Oui, parce que c'est oui. Oh, ça, il faut que ça reste dans… Tu sais, c'était une activité commune, ça nous rejoue. On était ensemble pendant ce temps-là, puis ça nous laisse quelque chose. Ça laisse une trace. C'est ce qu'elles me disent. Je donne ça. Ils le font très propre. Il y en a qui l'ont fait faire en livre pour laisser une trace aussi. Mes enfants ne me connaissent pas. Et c'est vrai que mes enfants ne me connaissent pas vraiment. Parce que, moi, je regrette toujours de ne pas avoir demandé à mon père, parce que mon père et ma mère sont mariés pendant la guerre de 14, forcés pour qu'il aille à la guerre. Et je n'ai pas demandé à mon père, tu l'aimais-tu, maman? Pourquoi ça a mal été, vous deux? Tu sais, pourquoi? Je n'ai pas été capable, je n'étais pas à la mode. Mais là, on le demande, puis on va dans les endroits de notre vie. Je pense que le message à retenir de tout ça, c'est que on doit peut-être changer un petit peu les activités qu'on propose aux personnes âgées parce que il y a déjà un petit bout de temps, j'ai travaillé dans des endroits où il y avait des gens qui étaient en légère perte cognitive et je regardais déjà les activités qu'on proposait et je me disais, je peux pas croire que ça va intéresser les nouveaux vieux, les personnes qui arrivent là, de faire des petits bricolages ou de faire des chants religieux. Tu sais, il y a encore des choses comme ça qui se font là. Alors, il faut s'adapter. Puis je pense que vous êtes la preuve vivante de dire, faisons des choses qui nous stimulent, nous, plutôt que de faire… J'aime pas, tout à l'heure, excusez-moi, c'est juste, j'avais dit, il y a des éducateurs qui sont là pour les amuser. Peut-être d'être plus interactif, ça va être quelque chose de pas mal plus prometteur et meilleur pour la santé cognitive aussi, puis engageant. Vous avez dit tout à l'heure aussi, quand je focalise, quand je suis vraiment prise par quelque chose, je suis toute là, il faut être engagé aussi. Si on est juste là en tant que spectateur, puis c'est pas pour dire que c'est pas bon d'aller voir une pièce de théâtre, un film ou tout ça, c'est pas ça du tout. Mais quand on a des activités, peu importe le contexte, si on est engagé dans l'activité, c'est encore meilleur. Et ça nous valorise. Alors, j'ai été un petit peu prise par ça parce que j'écrivais un livre en même temps et j'ai commencé à en lire 3 en disant, je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, cet été-là, l'été passé, j'ai lu 500. Pas parce que j'étais obligée, c'était tellement bon. C'était bon. Alors, j'ai décidé de leur écrire un petit mot par courriel. Je leur disais, très bon. Ça les a valorisés, merci. Là, au Musée de la civilisation à Québec, ils vont faire un gros truc. Et puis, il y a quelqu'un qui a été appelé, quelqu'un qui m'a envoyé une biographie, et qui était tellement fier.
ça va être l'œuvre de sa vie. C'est sa biographie. Puis cette personne-là dit, ils m'ont appelé au musée, ma biographie va être là, on va pouvoir la consulter au musée de la civilisation. Mais pourquoi c'est pas dans les archives? C'est notre histoire. C'est vraiment très intéressant, justement. J'aimerais que Dr Belleville puisse nous donner peut-être quelques statistiques, en fait, sur la situation actuelle au niveau des troubles, maladies, c'est juste que c'est au niveau de la recherche, voir peut-être un petit peu documenter le tout. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais entre autres, ce qu'il faut garder en tête, puis c'est ce qui intéresse beaucoup les chercheurs actuellement, c'est la variabilité interindividuelle du vieillissement cognitif. Parce qu'on a des gens comme Madame Bertrand, qui sont des gens qu'on appellerait un vieillissement optimal. Je ne veux pas dire réussi parce que j'aime pas ça. Je veux rien de moins. Optimal. Il faut quand même comprendre qu'après 85 ans, là, le tiers des personnes vont avoir une maladie d'Alzheimer. C'est gigantesque. Hein? Fait que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien beau de nous mener jusqu'à 95 ans, mais si on est pour tous avoir une maladie d'Alzheimer, c'est un problème. Actuellement, il y a 500 000 personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs au Canada. C'est à peu près 150 000 au Québec. Ça va doubler dans les prochaines années. Donc, ça, c'est une ville. Hein? C'est une ville de personnes atteintes. Moi, le tiers des personnes atteintes, il n'y a pas une maladie qui a le tiers des personnes atteintes et qui ne cause pas une panique totale dans le monde. Je ne comprends pas qu'on ne s'intéresse pas, qu'on ne soit pas plus paniqué par cette maladie. Parce qu'on est vieux et qu'on ne sert à rien. C'est normal. Mais c'est une maladie qui est tragique, c'est une maladie mortelle et un tiers des personnes est atteinte. Ça n'a pas d'allure. Donc, ça, c'est vraiment une donnée très, très importante. Les différences interindividuelles, il faut les comprendre. C'est peut-être ça notre clé parce qu'il y a des grandes études épidémiologiques qui regardent, comme le dit Mme Bertrand, c'est quoi qui fait qu'on a moins de risque de développer une démence, par exemple, puis on est en train de voir qu'à peu près la moitié des cas, un peu moins, pourraient être associés à des facteurs de risque modifiables. Modifiables. Donc, comme la moitié, j'ai pris ça, là. 40%, la moitié. 40%. Ça veut dire que l'individu, là, on a un contrôle là-dessus. Et comme société, parce qu'il y a des facteurs qui sont plus sociaux, comme par exemple la pollution a l'air d'être contribuer un petit peu, mais des choses comme le fait d'être cognitivement stimulé, ça, c'est un facteur de protection, effectivement. L'activité physique, vous avez raison, Mme Bertrand. Tout ce qui est les sens, donc avoir des problèmes d'audition, Anne, Madame Dr Descaries le mentionnait, hein, l'audition, la vision, si on a des problèmes qu'on les règle pas, ça, c'est un facteur de risque. L'isolement social et tous les facteurs de risque, on va dire, métaboliques et vasculaires, donc hypertension, diabète, obésité, l'inactivité physique contribue aussi, je l'ai dit tantôt, je crois. Hein? Donc, ce sont des facteurs sur lesquels on peut avoir un pouvoir comme individu, puis c'est de se donner toutes les chances aussi. Ce que vous dites est très important. On ne important. l'aura jamais, mais on pousse le moment où on l'aura. Ce que vous dites est très important parce que les gens de mon âge se disent on va tous finir Alzheimer. Ça, c'est un mythe là, qui court. On va tous finir Alzheimer de toute façon. On va tous. Mais c'est pas vrai. S'il y en a un tiers, il y en a deux tiers qui perdent leur faculté. C'est bien vrai parce que les études, justement, il y a des gens qui vont dire non, l'Alzheimer, ça fait partie du vieillissement normal, c'est pas vrai. Non. Quand on regarde les gens très, très âgés, ça plafonne à un moment donné, ça augmente avec l'âge. Mais les gens qui sont pour l'avoir vont l'avoir, puis après, ça va se stabiliser. Donc, c'est une maladie qui est fortement associée à l'âge, comme l'arthrite, mais c'est pas inéluctable. Et donc, c'est vrai qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Puis espérer que ce n'est pas cette maladie-là qui va nous faire le grand au revoir. Est-ce que vous pensez toutes les deux que c'est parce qu'il s'agit de personnes âgées que la recherche ne va pas assez vite? Moi,
Oui. Je sais, docteur Descaries, je ne sais pas. Moi, je pense qu'un des problèmes, Mme Bertrand, je pense, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de recherche pendant plusieurs années, c'est que ça n'intéressait pas les gens il y a 40, 50 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, les gens disaient c'est bien trop compliqué tout ça. Puis c'est normal, c'est quand on vieillit. Mais maintenant, les gens, ils ne trouvent plus que c'est normal. Non. Parce que leur sœur, parce que c'est eux, parce qu'ils vieillissent eux-mêmes, puis ils veulent continuer à profiter de la vie. Donc, je pense que ça va changer. Bien, je pense que c'est en train de changer. Dr Belleville est la preuve vivante, là, la recherche, toute la recherche qu'elle fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait actuellement. On est peut-être un petit peu en retard au Québec, mais on est en train de rattraper. Il y a eu des plans Alzheimer dans d'autres pays qui ont été faits plus précocement que chez nous. Je pense que malheureusement, nos gouvernements, ils ne sont pas très bons à se projeter dans le futur. Hein. Ils ont des mandats de 4-5 ans et puis on ne regarde pas plus loin que ça. Et même en tant qu'individu, on n'est pas nécessairement bon à se projeter dans notre propre vieillissement aussi. Alors ça aussi, je pense que ça obstrue un petit peu notre façon de voir les choses. Mais bon, quand on a la chance de travailler dans ce milieu-là, puis moi, c'est vraiment une chance. Moi, je côtoie des personnes âgées. Moi, je suis moi-même une personne vieillissante en ce moment, mais je côtoie des personnes âgées depuis 20 ans, puis elles m'apprennent à bien vieillir, et puis c'est tellement enrichissant, puis je pense que de le regarder, puis de voir que c'est pas juste négatif vieillir, bien, c'est déjà quelque chose d'intéressant, puis de dire qu'il y a de la prévention, tu sais, on cherche tous le remède miracle, si on pouvait avoir une pilule pour maigrir, une pilule pour pas avoir de rides, une pilule pour garder notre cerveau en forme, ça serait bien merveilleux. Malheureusement, bon, la recherche du traitement, ça se fait, il y a plein d'avancées, là, si on parle de maladie d'Alzheimer, mais je pense qu'on réalise aussi que c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Et ce qu'on est en train de dire, je pense, de message important aujourd'hui, c'est de prendre nous-mêmes un petit peu en charge notre vieillissement. Hein, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour ralentir, puis pour même prévenir l'arrivée d'une maladie qui peut sembler atroce, là, comme la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est ça le message essentiel d'aujourd'hui, c'est que on fait partie active et on doit être proactif face à son vieillissement. Il y a quelques mois, je passais à Patrice Roy, à Radio-Canada Nouvelle. Il me demandait comment peut-on savoir ce que veulent les personnes âgées? Et j'ai répondu, il faudrait leur demander. Et il y a une maison de sondage, il y a une fondation qui est la Fondation Jasmin Roy et Sylvie, je pense, Desmarais, qui m'ont appelé tout de suite pour me dire, vous faites votre sondage, on vous l'offre. Alors, je l'ai fait et j'ai les résultats. Et les résultats, c'est, je ne sais pas si j'avais le temps de les lire, c'est en gros, c'est que 75% veulent, hey, là, il faut que je mette les lunettes. Moi, j'ai des implants, j'ai des cataractes, j'ai des implants. Alors, je vois bien, en tout cas, c'est compliqué. J'ai 2-3 paires de lunettes, pas une pour toujours. Alors, je vois bien quand je n'ai pas de lunettes, mais pour lire, il me faut des lunettes. Bon, alors 75% demandent des soins à domicile. C'était une étude sur 1110 personnes âgées. Alors, 75% demandent d'être les soins à domicile, ne veulent pas aller dans les maisons. Se plaignent d'être un fardeau. La plus grande peur, c'est d'être un fardeau pour les enfants. C'est ma plus grande peur à moi. Être un fardeau. C'est la peur. Je trouve que c'est une peur raisonnable. C'est une peur qui est, tu sais, tu as peur d'être un fardeau parce que toute ta vie, tu es autonome, indépendante. Puis là, tout à coup, non, ça, c'est peur du CHSLD. Et je me suis rendu compte que les gens en général ne savaient pas qu'est-ce que c'était qu'un CHSLD. Un CHSLD, voulez-vous me l'expliquer très clairement, Mme Descaries? Oui, ben, un CHSLD, c'est une ressource où les gens vont
en général, finir leur vie. Je ne veux pas être défaitiste, mais quand on est rendu dans un CHSLD, c'est qu'on est en lourde perte d'autonomie. Les lourdes pertes d'autonomie, tant au plan physique, hein, parce que des cotes, là, quand on est évalué pour savoir dans quel milieu de vie on va être dirigé, ben, ça prend plus de temps d'heures. Je ne connais même pas tous les chiffres par cœur. C'est souvent les travailleurs sociaux qui évaluent ce nombre d'heures soins nécessaires pour aller en CHSLD. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un endroit où les gens sont vraiment en grande, grande perte d'autonomie physique et bien souvent en grande perte d'autonomie cognitive aussi. Hein? Et c'est pas la majorité des gens qui finissent leur vie en CHSLD, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là, -là, c'est pas ça que je veux dire, mais ce n'est pas notre destination à tout le monde, là, nécessairement. C'est quand on ne peut plus, d'après moi, c'est quand on ne peut plus rester à la maison. Parce que on peut pas. Tout à fait. Quand ça devient vraiment impossible parce qu'on a besoin de trop de soins, qu'on n'est plus capable de s'habiller, de se lever, de se laver, etc. Alors c'est quoi les chiffres? 5% de la population qui est dans les CHSLD? Il y en a pas. Même pas. Je ne sais pas, Dr. Belleville, si vous avez les chiffres, là, mais... C'est une minorité des personnes âgées. C'est vraiment une minorité. Mais ça, il faudrait que ce soit plus connu parce que beaucoup de personnes âgées pensent que ma fille va me placer, mon gars va me placer. Ils ont terriblement peur d'être placés. C'est terrible, ça. Bon. 96%, c'est ça. La grande, grande peur, c'est la perte d'autonomie. Parce que ça va mener au CHSLD. Et ça n'a pas aidé, comme dit le Dr. Lucier, ça n'a pas aidé ce qui s'est passé pendant la pandémie. C'est sûr que ça n'a pas aidé qu'il y a eu des personnes âgées qui sont mortes. Bon, alors, c'est ça que ils demandent ça. Je leur demandais, parce que c'est moi qui ai fait les questions, je demandais, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Dans les biographies que j'ai lues, il y a toujours, mon petit-fils, je l'avais choisi comme poteau de vieillesse. Moi, c'était un bâton de vieillesse qu'on me disait, mais poteau de vieillesse, ça, alors, mais ça ne marche plus, ça. Tu ne peux pas choisir quelqu'un de jeune et dire, veux-tu être mon poteau de vieillesse? Je ne demanderai jamais ça à mes petits-fils. Mais, comme il n'y a pas ça, ça n'existe pas, ça, bien, qui est-ce qui va en prendre soin? Elles ont peur. Elles ont peur. Et elles veulent rester chez elles. Je vais vous poser une question aux deux filles, aux deux femmes, aux deux madames. Je vais leur poser une question. Est-ce que c'est sûr qu'on va être placé? Est-ce que c'est possible de placer maman et papa? De ne pas placer. De les placer. De les placer contre leur gré? Contre leur gré, voilà, contre leur gré. Ou dans une résidence. Non, et c'est des questions qui arrivent malheureusement parfois. Mais non, on ne place pas les gens contre leur gré. Hein. On parle ici, on est dans les concepts d'aptitude pour décider de ce qui est le mieux pour nous. Et ben moi, avec mon travail de neuropsychologue, ça m'arrive de devoir me prononcer parce que malheureusement, si on ne prévoit pas comment on va vieillir, si on n'est pas capable de détecter des petites pertes qui parfois pourraient être compensées, si on n'arrive pas à outiller les gens adéquatement en cours de vieillissement, mais parfois on peut aussi se ramasser avec des drames où une personne âgée qui est très isolée, qui n'a pas beaucoup de services à domicile, tout d'un coup ne soit plus capable. Puis là, on se ramasse en catastrophe, puis on dit, il faut placer maman. Mais il y a bien des étapes avant d'en arriver là qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait prévenir. On ne peut pas tout prévenir. Hein? On a des courbes de vieillissement qui sont différentes chez chacun. Il y a des maladies qui sont plus sévères que d'autres, mais on ne place pas les gens contre leur gré. Ça, jamais. Là. Il faut vraiment que les gens ne soient plus en mesure de décider pour eux-mêmes et qu'il y ait vraiment une urgence. Là. Ce serait bon que les personnes âgées le sachent, ça, parce que c'est dans les grandes peurs d'être placées. Je vous donne un petit exemple très court. J'ai une amie beaucoup plus jeune que moi qui me dit, Jeannette, j'ai quelque chose à te demander. J'ai trouvé ma mère, elle avait laissé le rond ouvert. Bon, alors j'en vais mettre le feu. Alors là, j'ai décidé de la placer. Où est-ce que tu penses qu'elle pourrait aller? J'ai dit, as-tu demandé qu'est-ce qu'elle voulait? J'ai dit, moi, mon fils, quand il avait 18 ans, il a laissé le bain ouvert.
puis le bain a débordé, puis on est revenu, puis il y avait des verres, il y avait des verres pleins d'eau dans le petit meuble qui portait la verrerie, puis je ne l'ai pas placé parce qu'elle avait fait ça, les chicané, puis il ne l'a plus jamais refait. Mais tu sais, pourquoi tout de suite les personnes âgées pensent, si je fais quelque chose de pas correct, on va me placer? Oublier un rond, on oublie, tu sais, la maison peut passer au feu, là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, personnellement, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une stigmatisation du vieillissement, clairement. Et comme société, il faut se poser la question. Il faut que des gens comme vous parlent. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a perdu toute son aptitude à juger pour elle-même et quelqu'un qui a des petites difficultés qui pourraient tout à fait être compensées avec des ressources particulières dans son logement. Et donc, savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, oui, mais moi, je ne suis pas tranquille. Si elle est placée, je vais être tranquille. On pourrait nuancer, là, c'est un sujet qui peut être très, très vaste. Puis avant de se rendre là, ben peut-être que quand il arrive des choses comme ça, c'est des petits signaux d'alarme parce que ça peut être grave d'oublier un rond de poêle. Si c'est une fois, bon, moi, j'ai fait coller du riz il y a 2 semaines. Est-ce que c'est grave? Ça arrive à tout le monde. Mais là, si la fréquence de ces oublis-là augmente, ben là, c'est peut-être un petit signal d'alarme qui voudrait dire peut-être que c'est le temps d'aller consulter un professionnel de la santé cognitive. Alors, pour voir si on s'inquiète pour rien ou pas. On consulte qui, madame? Pardon? On consulte où on va? Très bonne question. On commence par son médecin. Hein. Si on a un médecin de famille, on commence déjà à le dire. Puis c'est pas une honte, hein. C'est d'aller dire, ben oui, j'ai des petits oublis, c'est un petit tracas. En fait, c'est un signe. Si on est capable de le dire soi-même, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a encore de l'introspection puis de l'autocritique. Puis de le dire, ben écoutez, mes enfants s'inquiètent aussi. Est-ce que je devrais être inquiète un peu plus de ma sécurité à domicile? Qu'est-ce que vous me conseillez? Puis ensuite, ben, il peut y avoir d'autres références qui sont faites à des cliniques plus spécialisées, comme par exemple celle où je travaille, puis il y en a plein d'autres cliniques comme ça aussi au Québec. Justement, mesdames, c'est en sachant justement les facteurs et la situation actuelle. Peut-être, Mme Descaries, nous dire quelles sont les stratégies à adopter avant que justement la situation se détériore. Oui, ben, il y a plein de stratégies qu'on peut. On a discuté, en fait, de plein de stratégies déjà de façon très, très, très informelle. Là. La première, l'intégrité des sens, hein, je pense que ça, c'est important, là, de ne pas avoir peur de porter ses lunettes, ses appareils auditifs, les petites stratégies aussi de se garder en forme. C'est tout ça, tout ce qu'on fait, de se stimuler au quotidien, de se mettre au défi, c'est tout ça, les stratégies. Là. Puis quand on est un petit peu inquiet, ben ça fait partie des stratégies aussi pour un bon maintien de consulter. Hein? Alors, je pense qu'on les a toutes énumérées. Là, il y a toute une liste de choses qu'on peut faire, mais c'est vraiment, à quelque part, il y a du cas par cas. Il y a des facteurs qui sont généraux, qui s'appliquent à tout le monde. Puis ensuite, il y a des adaptations. Puis c'est là que ça peut être intéressant de consulter s'il y a des particularités par rapport au vieillissement de chacun. Par rapport j'aimerais juste faire une petite précision par rapport aux facteurs de protection, parce que des fois, quand on leur dit activité physique, diète méditerranéenne, être stimulé cognitivement, le monde sont là, oh my God, là, c'est trop, là. Mais en fait, parce que mon chapeau chercheur aussi, les études sont intéressantes parce que ce que les études montrent, c'est que parfois, l'un ou l'autre peut compenser. C'est-à-dire que, par exemple, dans une étude que nous, on avait fait sur les gens qui faisaient de l'activité physique versus est-ce que tu manges salé ou pas, les deux, quand on faisait les deux ensemble, là, on était sédentaires puis on mangeait salé, c'était pas bon. Si on mangeait salé, mais qu'on était actif, tout à coup, ça se compensait. Mais si on était... Et l'inverse était vrai. Donc, ce qui fait que moi, j'ai l'habitude de dire on peut quand même choisir son petit péché, c'est correct. On n'est pas obligé d'être parfait. Et ça, c'est rassurant quelque part. Voyons, j'oublie le mot. J'oublie le mot. L'étude? En 2 heures. Non, l'étude, pas l'étude, le sondage. Dans le sondage, ça revient beaucoup ils ne veulent pas
grand-chose finalement. C'est pas des, ils ne demandent pas des affaires qui ne sont pas possibles, ils demandent de rester à domicile. Pourquoi on ne le fait pas? À cause de l'argent? Ça coûte trop cher? En fait, ça coûte peut-être pas aussi cher. Hein? Ça dépend de quelle facilité on parle, là, parce que je pense que le gouvernement est en train de se poser ces questions-là. Hein. Il y a quand même de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que les gens veulent effectivement rester à domicile, puis on réalise qu'en mettant de l'argent dans les soins à domicile, ben, on sauve au final de l'argent parce que c'est ce que les gens veulent, ils sont plus heureux comme ça et ça coûte moins cher en termes de personnel. Mais là, je pense qu'on est en train de se poser toutes ces questions-là. On est en train d'essayer de les régler. Hein. On a, une ministre, Mme Blais, qui est qui cherche à aider, qui cherche à trouver des solutions aussi à différents paliers parce que, encore une fois, je reviens toujours avec le message qu'on n'a pas tous le même vieillissement, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais tant qu'on peut compenser par des soins à domicile, ben, offrons-les. Mais ensuite, le problème, ben là, c'est cet accès-là aux soins à domicile. Mais je pense que la question est vraiment en ce moment là, de l'actualité et avec la pandémie, ça nous l'a mis encore plus dans le visage. Là. Alors, je pense qu'on va en parler. Peut-être aussi, je peux me permettre, les CHSLD, c'est Centres hospitaliers pour le soin de longue durée. Mais le soin de longue durée, ce n'est pas obligé de se faire dans un centre hospitalier. Ça peut aussi se faire à domicile. Oui. Et c'est là qu'on est en train de changer un peu notre façon de voir les choses en disant les soins de longue durée, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de beaucoup de soins, bien, on peut peut-être en donner aussi à domicile. Donc, ça, c'est une vision qui est en train de ah oui, vous pensez? Il y a de l'espoir. Oui. Vous me dites qu'il y a de l'espoir. Je serais très contente. J'aurais servi à quelque chose. Oui, justement, sur cette continuité-là, c'est très éclairant de vous écouter. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'avenir? Qu'est-ce que ça nous réserve? Vous avez déjà commencé à aborder le tout. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions ou des choses que vous voyez? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Est-ce que tu parles en fait, je vois que mesdames Descaries et Belleville, ils ont des choses aussi moi j'espère. Peut-être, comment vous entrevoyez l'avenir, peut-être, Mme Descaries? D'accord, OK. Ben, moi, je pense que les pistes de solutions, on en a déjà parlé. Hein. Je pense que de s'informer par rapport à notre vieillissement, de savoir ce que ça veut dire de bien vieillir, comment on peut prendre en charge notre vieillissement, c'est des pistes d'avenir. Puis ensuite, il y a toutes sortes de stratégies. Hein, Dr. Belleville pourra parler. Il y a différents programmes d'entraînement cognitif. Il y a des applications qui sont en train d'être mises au point pour justement maintenir les gens en meilleure santé cognitive et les maintenir à domicile aussi. Parce qu'une chose intéressante, le docteur Belleville en parlera, mais parfois la motivation, elle est plus difficile à générer de nous-mêmes quand on vieillit. Mais si on est capable d'avoir de l'aide par différentes technologies, la technologie, il y a plein de positifs là-dedans, même pour le vieillissement. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent à cet égard-là et qui vont permettre justement de bien vieillir, de rester à domicile aussi assez longtemps. Moi, j'ai été surprise du nombre de personnes âgées qui se servaient de l'ordinateur. Ouais. Au début, quand j'en ai parlé, au tout début, il y a des gens qui me disaient, mais tu sais, les personnes âgées, ils ne sont pas sur Internet, comment tu vas les rejoindre? Je n'étais pas sûre de ça. Et j'étais complètement ébahie du nombre de personnes. Puis bon, on me disait, ça va être plein de fautes d'orthographe. Pas du tout, mais pas du tout. On se méprend sur les personnes âgées. On les rabaisse, on leur dit restez dans votre coin, faites pas de bruit, puis on ira à vos funérailles. Bon, moi, c'est pas ça que je veux vivre. Ben, moi, je dirais que c'est peut-être comme perspective d'avenir, c'est que je pense que le vieillissement, c'est vraiment une opportunité extraordinaire comme individu puis comme société. Puis je trouve qu'il y a vraiment un gros coup à faire. Si j'étais un gouvernement, moi, j'investirais dans cette formidable mine d'or que sont les personnes âgées. En plus, ils sont en santé de plus en plus, puis ils veulent contribuer. Je pense qu'il faut leur donner leur place, mais je trouve ça très injuste que tout le monde ne vieillit pas avec un cerveau en santé. Puis je pense qu'il faut mettre ça sur la carte.
la santé du cerveau, la santé cognitive. Il faut mettre ça sur la... On a beaucoup parlé de la santé physique, c'est important, c'est essentiel, mais la santé cognitive, c'est aussi très, très important. Puis, comme je le disais, Dr. Descaries, il y a beaucoup de projets actuellement, soit avec le Consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement. On est en train de mettre une plateforme web sur toutes les stratégies pour bien vieillir au niveau cérébral et cognitif. Avec Lucilab, on est en train de créer des applications web pour aider les gens à justement changer leur style de vie pour avoir un style de vie qui est favorable au cerveau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives là, un peu partout, dans le sens positif, dans le sens de prendre sa santé cognitive en main et changer des choses. J'aimerais ça trouver quelque chose qui leur redonne de la dignité. Un jour, Boukhar Diouf m'a dit, je ne sais pas de quoi on parlait, il m'a dit, tu es un arbre, tes enfants, ce sont tes branches, et tes petits-enfants, les feuilles, mais les racines, c'est toi. Alors, je pense qu'il faudrait beaucoup de cette parole-là, la diffuser, parce que les personnes âgées que je connais ont perdu leur estime. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Je suis vieux, je suis fini. Je suis vieux, je ne suis plus capable de rien. C'est pas ça. C'est pas ça. On est capable de plein de choses encore. Il faut qu'on leur dise qu'ils sont capables. Effectivement. Ça ne peut pas mieux résumer, en fait, tout ce qu'on fait avec la journée de la santé cognitive aujourd'hui. Le but est d'informer les gens, qu'ils puissent avoir des conseils, qu'ils puissent avoir des trucs pratiques à appliquer au quotidien. Il y a même des consultations gratuites qui sont offertes sur le site de la QNP. Donc, les gens qui ont des questions, qui disent « Ah, je doute de certaines choses », il y a des neuropsychologues qui sont disponibles gratuitement. Prendre rendez-vous sur le site. Il faut qu'on continue, comme on dit, de partager l'information, puis tout le monde, à tout âge, que peu importe, on veut prendre soin de nos parents, il ne faut pas attendre, effectivement, qu'il soit trop tard. C'est ce que je comprends dans tout ça. Il faut commencer dès un jeune âge, partager l'information, prendre soin de notre entourage. Puis, évidemment, les gens du milieu qui sont avec nous aujourd'hui entendent ça, ils sont sur le terrain avec les personnes aînées et ils vont encore plus en prendre soin au niveau cognitif parce qu'on a parlé beaucoup physique. J'ai de l'espoir. Moi, en tout cas, j'ai de l'espoir. Vraiment, vraiment. Il nous reste 20 minutes, même peut-être, 18 minutes précisément pour la période de questions et d'échanges. Donc, j'invite les gens à venir poser des questions dans le chat directement à ce moment-là, ou commentaires, ou suggestions. N'hésitez pas. On a livré beaucoup d'informations, mais évidemment, tout ça se retrouve sur le site. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je voulais le mentionner, là, on est rentré dans en survol. Donnez-moi donc le site. C'est aqnp.ca. Donc, AQNP, comme Noémie. Oui. .ca. N comme Noémie. Oui, N. NP, comme papa. Oui. .ca. .ca. Ah, oui. Je vais y aller. OK. Donc, peut-être vous entendre, je sais qu'il y avait autant des infirmières qui étaient avec nous aujourd'hui, des ergothérapeutes, on avait des gens, des petits frères qui étaient là avec nous. On a aussi, qui j'ai vu, direction de santé publique aussi, des gens des CIUS. N'hésitez pas. Donc, oser être soi en majuscule. Fier, avec moins de peur face à nos propres forces et fragilités. On a Josué Jude qui dit « Oser être soi en majuscule, fier et avec moins de peur face à nos propres forces et fragilités. » C'est très bien dit. Donc, continuez à passer ce beau message-là autour de nous pour bien vieillir. Qui est vrai sur toute la vie. Hein. Je pense que ça rejoint un peu cette notion que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas aussi. C'est comme les valeurs ces valeurs-là, d'être fier, de ne pas avoir peur de ce qu'on est, de s'apprécier aussi. Mais tout ça, c'est forçant. Tout ça, moi, j'ai la chance d'avoir un chalet en Boiron. Les enfants viennent beaucoup, les petits-enfants qui sont en couple avec les enfants, les bébés.
tout ça, c'est du trouble. Je connais des femmes qui se disent « Oh, moi, c'est trop de trouble. Oh, non, moi, je suis trop fatiguée, c'est trop de trouble. » Mais à chaque fois que j'ai fait à manger, et puis que cette semaine, la semaine dernière, j'ai montré à ma petite fille de 16 ans comment faire la tarte. Alors, c'est elle qui l'a fait. Et je me suis revue à cette époque-là avec mes mères laïssables, mes mères détestables, qui me prenaient la tarte comme ça, puis elle prenait un petit couteau, puis un petit peu autour. Ce geste-là, j'étais en transmission et j'étais fière de transmettre ce que ma grand-mère me montrait, ce que moi je montre à mon arrière-petite-fille. Je trouvais ça, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi, juste ça. Montrer quelque chose qu'on sait faire, le montrer à nos petits-enfants, au lieu de juste leur parler ou de lire avec eux autres, leur montrer des choses. Parce qu'on sait faire des choses l'étape, je pense qu'il y a juste moi qui fais ça encore. Mais ça ne fait rien. Là. Les choses vont se perdre aussi avec la génération. Moi, oui. Mais c'est elle qui m'avait dit, Alexis m'avait dit, Mamie, j'aimerais ça que tu montes à faire des tartes. Alors, j'ai montré à faire des tartes. Elle était très fière de sa tarte aux pommes. Alors, puis moi, j'étais fière d'avoir transmis. Ouais. Ce besoin de transmettre, on est là pour ça, pour transmettre les personnes âgées. Effectivement, on entend souvent de transmettre, mais de se sentir valorisé. Je pense que même Mme Descaries, des fois, elle mentionnait en disant que quand on arrête de travailler tôt, bien après ça, il faut quand même se sentir utile. Oui. Donc, ça fait partie des choses, de faire dans des solutions ou des stratégies, excusez-moi, mais de faire du bénévolat, de faire du mentorat, d'enseigner, comme vous disiez dans les débuts. Donc, se sentir utile, même pour des recettes qui peut, mais c'est valorisant. C'est très valorisant. On a une question ici du magazine La Semaine. Donc, Mme Bertrand a parlé de l'importance de lutter pour préserver ses capacités cognitives. Au niveau politique, quelle lutte devrait être menée pour faire valoir davantage le bien-être collectif des aînés? Bien, il faut que ça se sache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, moi, je crois beaucoup au théâtre. Je pense qu'impliquer des gens qui ne savent pas jouer, avoir un metteur en scène, ça coûterait qu'un metteur en scène qui embarque tout le monde dans la confection d'une pièce qui donne à la fin de l'année. Bien, l'année va passer pour ces gens-là, peut-être 15, 20, 30. S'il y en a une qui lève le rideau, là, ben, ce n'est pas nécessaire que tout le monde joue. Mais les embarquer dans des projets, écrire un livre, je vais peut-être le faire là, quand je serai vieille. Je vais peut-être le faire par le biais de l'Institut de gérontologie de l'Université de Montréal. Les embarquer dans des projets à long terme. Ça, je pense que c'est bon. Si je peux juste aussi me permettre, si j'étais dans le gouvernement, une chose à laquelle je penserais, c'est pourquoi me priver de toutes ces personnes qui vieillissent, qui pourraient être une force encore active et nous apporter tellement de choses. Hein, il y a des étapes dans le vieillissement. On veut peut-être moins travailler, mais c'est important de se garder une raison pour se lever le matin. Et il y a des pénuries de main-d'œuvre dans tellement de domaines. Bien, si on adaptait le milieu du travail en disant, on n'est peut-être pas obligé de faire du temps plein, mais on pourrait faire du temps partiel. Et dans le mentorat, ça serait ça aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai de l'expérience en ce moment, je transmets mon expérience en ayant des stagiaires puis en leur faisant partager un peu mes connaissances. Hein. C'est pas juste des connaissances, là, vraiment d'apprendre des choses, mais comment interagir aussi parce que j'ai pu acquérir toute cette expérience-là. Mais à différents moments de ma vie, j'espère pouvoir continuer à transmettre ça d'une certaine façon. Bien, le gouvernement pourrait se servir de tellement plein de gens qui sont mis à la retraite, mais qui aimeraient continuer à contribuer. Le bénévolat, c'est une chose, mais on pourrait leur donner des salaires sans couper la pension de vieillesse. Il y a plein de trucs comme ça qui pourraient être faits. Et mon Dieu, qu'on s'en sortirait, on sortirait gagnant à tous les égards. Je pense que c'est ça la solution. C'est d'essayer de ne plus penser à vieux comme je suis fini. Voilà. Mais puis je commence mon vieillissement, puis je vais le réussir, puis je vais tirer tout ce qu'il y a de bon dans le vieillissement. Je me demande aussi, il y a des gens de santé publique. Des fois, il y a des campagnes de santé publique qui sont initiées par la santé publique.
Et je ne sais pas si j'en ai vu sur la santé cognitive, mais je ne pense pas. Et je pense que si, parce que la dame de la semaine nous demande quelles luttes on devrait mener, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une campagne, qui soit vraiment une campagne structurée, santé publique sur la santé cognitive chez les aînés. Ben, même en plus, il pourrait y avoir des choses à dire chez les jeunes aussi. Mais justement, c'est quoi les facteurs de protection? Qu'est-ce que rappeler aux gens qu'ils peuvent avoir un contrôle ou un impact sur leur santé cognitive? Je pense qu'il faut vraiment informer les gens sur la santé cognitive. C'est pas, là, il y a vraiment besoin, à mon avis. Oui, vraiment. On a une autre question du magazine de la semaine. Environ 17% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent en résidence au Québec. Plusieurs d'entre eux ont souffert de la pandémie, évidemment. À quel point les dirigeants de ces maisons et la société en général sont conscients et prêts à s'engager pour freiner la dégénérescence sur le plan cognitif? Faudrait leur Poser la demander. question, c'est irréel. Faudrait leur demander. Je sais qu'un des propriétaires d'un grand groupe est dans les hommes du Québec les plus riches. Alors, les plus riches du Québec. Alors, bon, c'est sûr que c'est une business. C'est une business. Et il y a des gens qui aiment ça. Je ne veux pas les enlever, moi, les résidences. Je veux que ce ne soit pas le seul choix. En ce moment, si tu veux partir de ta grosse maison en banlieue, ben, tu n'as pas grand place à aller. Tu as un condo à Montréal ou une résidence. Mais il devrait y avoir d'autres choses. Il devrait y avoir d'autres possibilités d'avoir pas des condos juste, comme en Finlande, des condos avec un quota de jeunes couples, un quota de personnes âgées, un quota de grosses familles, qui a des 7,5 quelque part. Là, tu sais. Là, les grosses familles, il y en a des grosses familles parce que ce sont des familles reconstituées. Alors, si tu as 3 enfants, puis l'autre a 3 enfants, mais ça fait 6, ça, dans la maison, puis il n'y a pas de logement. Alors, il y a tout ça à considérer, mais la base de ça, c'est que la société de consommation jette ce qui est vieux, ne les sert plus à rien, puis ils nous jettent. Bon, c'est tout. Oui, on jette ou on les cache dans des résidences, et on les cache. On jette, on les cache. Alors, je trouve vraiment, bon, les modèles d'Europe du Nord sont vraiment très, très, très prometteurs. Ça pourrait être intéressant au plan local. Là, on a des élections là, à la mairie de Montréal qui s'en viennent, mais de penser en termes justement de logement où il y a une diversité. Puis en même temps, ça serait l'école de la vie. Hein? Je ne veux pas avoir l'air cucu en disant ça, mais si on mixe, si on mélange les gens de différents groupes d'âge, on s'entraide, ben, on apprivoise nécessairement le vieillissement aussi. Puis c'est pas juste une catastrophe. Puis je pense que pendant la pandémie, il y a eu plein de petites initiatives dans certains quartiers où les voisins se sont plus entraidés parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait une dame âgée qui était plus isolée puis qu'ils ont proposé leur service. Mais dans des structures où ce serait des résidences avec une mixité d'âge, ben ça se ferait naturellement, ça s'organiserait et ça diminuerait les besoins, en fait, en service à domicile à quelque part aussi. Alors, ça serait gagnant de penser comme ça. Les gens vont en résidence pour plusieurs raisons, mais ils y vont beaucoup à cause de l'isolement et de l'insécurité. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, mesdames, pour les repas. Moi, beaucoup de gens que je connais vont en résidence parce qu'ils en ont plus qu'assez des femmes qui ont fait à manger toute leur vie et qui ne veulent plus faire à manger. Puis si on est capable d'identifier pourquoi les gens veulent aller en résidence, bien, ça nous permet aussi d'identifier peut-être des c'est très difficile. Alternatives qui répondent à ces besoins-là. Tout à fait. J'ai déjà donné une conférence dans une résidence. Ils ne m'invitent plus dans une résidence. Et quand une femme s'est levée pour dire on est infantilisé, elle est venue dire quelque chose de pas beau pour ça. Tout de suite, ça a été arrêté. Il y a quelqu'un qui s'est levé de la maison pour dire que c'était pas vrai. Bon, on ne peut pas parler quand tu fais un groupe. Et penser les personnes qui sont en infériorité, elles n'osent pas dire. Elles n'osent pas dire du mal de l'endroit qui les abrite, même si elles payent très cher de loyer. Elles n'osent pas parler parce qu'elles savent qu'elles vont se faire punir. Alors, c'est ce qu'elles appellent être infantilisées.
on ne peut pas parler parce qu'on va être puni. Effectivement, il y a les gens de Campus 3 qui disent une alternative, un OBNL d'habitation pour aînés. Ce sont des milieux de vie qui adaptent en fonction du budget des aînés. Peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Il y a les gens d'intervention SAVA, soutien aux aînés victimes d'abus d'Outaouais qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, on voulait vous saluer. Merci d'avoir été là. On a aussi on a Stéphane Rodier qui dit « Grand merci de vos propos stimulants et enrichissants, Mme Bertrand, Belleville et Descaries. Vous êtes inspirante, Mme Bertrand. C'est fait un grand plaisir d'assister et merci à la QNP d'avoir créé cet événement-là. » On a une dernière question peut-être en terminant. À docteur, peut-être, Mme Belleville, l'idée de la campagne structurée sur la santé cognitive me semble intéressante. Comment pourrait-on poursuivre la discussion? On regardera peut-être. Il paraît que Régent Hébert est maintenant associé à la santé publique. Peut-être justement des gens comme ça, en parler à des gens comme Régent Hébert ou notre ministre des Aînés, je pense que c'est des gens qui pourraient pousser. Bien, c'est sûr que tant que la pandémie est là, la santé publique est bien occupée ailleurs. Là. Mais après, justement, ça nous a éveillés aux besoins des aînés. Oui. Je pense que c'est comme une belle transition intéressante d'accès à la santé publique. On a prouvé avec les biographies que les gens sont actifs cognitivement, ils sont actifs dans leur tête, ils sont capables. Ils sont capables de faire des choses, mais il faut leur présenter. Effectivement. J'ai beaucoup parlé. Oh, très bien. Mais non, c'est correct. En fait, c'est qu'on voulait, c'était ça aussi. Oui, on est avec deux sommités, deux expertes en vieillissement, mais d'avoir aussi votre point de vue par rapport à ce que vous vivez, les histoires aussi que vous avez entendues, hein, vous continuez d'en recevoir tous les jours depuis que vous avez lancé le tout durant la pandémie. Depuis la pandémie. Puis vous voyez, c'est ça, vous avez le droit à des confidences depuis très longtemps sur plein de gens d'ailleurs. Ouais. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je pense que ça va clore la rencontre. Donc, merci au nom merci de l'Association québécoise. Et on vous souhaite un magnifique jeudi. Et n'hésitez pas à aller sur le site et partager vraiment en grand nombre toutes les bonnes actions à prendre pour vieillir en santé durant très, 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 très longtemps.